Les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale face à la Constitution. Nous allons essayer dans cette émission de décryptage de pouvoir un peu épiloguer sur les compétences dévolues au bureau d'âge. Parce qu'il y a un problème au niveau des dispositions constitutionnelles, les articles 26 alinéa 3 ainsi que 54 qui posent encore des sérieux problèmes. Dès lors que nous avons l'arrêt de la Cour constitutionnelle et nous allons essayer d'en parler cette fois-ci avec un expert en droit public. C'est lui-là, il est constitutionnaliste, il s'y connaît un peu, c'est Maître Sylvain Loumou. Bienvenue. Merci beaucoup, cher ami. Voilà, les bureaux d'âge. Oui. Mais tout ce que les bureaux d'âge est en train de faire aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est en violation de la Constitution? Ah bon? Vous savez, d'abord, j'ai dit merci à Télé 50 d'avoir cherché là où se trouve l'expertise pour discuter de ces questions. Au lieu de suivre les droits à travers les réseaux sociaux, et c'est vrai, ça nous aide pour la liberté d'expression, mais ça tronque aussi la vérité et la manipulation, la désinformation, parfois même collective, entretenue même par des hommes politiques respectables, est en train d'être véhiculée à travers les médias, les réseaux sociaux, et ça, ce n'est pas bon, surtout par le temps qui court. Pour revenir à votre question, bien évidemment, le bureau d'âge arrive à quel moment? Parce que c'est le contexte qu'il faudrait situer. C'est à la suite d'une circonstance inattendue que le bureau d'âge est institué. En l'occurrence, il y a eu des pétitions visant tous les membres du bureau définitif. Et ces pétitions ont abouti, malheureusement, à la déchéance du bureau. Et cela coïncidant avec non seulement la fin de la session ordinaire, mais surtout laissant une Assemblée nationale ingérable, donc sans organe à gérer. C'est pour cette raison, bien évidemment, que le bureau d'âge qui aurait pu organiser, n'est-ce pas, et terminer son travail le même jour, se voit être contraint à poursuivre ce travail au-delà de la session ordinaire. Parce que vous vous souvenez, il y a eu un membre du bureau qui était visé par la pétition, mais dont la pétition n'avait pas été examinée oui, parce qu'il était malade. Il avait été atteint par un accident cardiovasculaire. Pour poursuivre ce travail, le bureau d'âge, dont le mandat se limitait au jour du traitement et de l'examen des pétitions, avec l'organisation, n'est-ce pas, de l'élection du nouveau bureau, s'est vu être contraint à poursuivre ce travail et en dehors du délai prévu. C'est cela qui a motivé la saisine de la Cour constitutionnelle. Voilà, la saisine de la Cour constitutionnelle, voilà. Mais on reprocherait au bureau d'âge d'extrapoler dans ses compétences. Le bureau d'âge ne peut pas aujourd'hui exercer le contrôle parlementaire, qui est une prérogative reconnue au bureau définitif, ce qui fait que même le Premier ministre, lorsqu'il a été notifié par rapport à la motion de censure, le Premier ministre a dit qu'il ne va pas céder parce que le bureau d'âge n'en a pas compétence. Bon, il peut prendre sa liberté, mais je veux vous dire que tout ce que le bureau d'âge fait répond à l'ordonnancement juridique de la République démocratique du Congo. Et je m'en vais vous le démontrer dans la mesure où le bureau d'âge obtient, à la suite de l'arrêt R11 1438, obtient d'abord la prérogative de convoquer, n'est-ce pas, une session extraordinaire. Les gens n'en parlent pas, mais c'est une prérogative qui lui vient du fait que, face à cette circonstance exceptionnelle, il fallait qu'il poursuive, n'est-ce pas, l'examen de la pétition, mais dans une session extraordinaire, et obtient la possibilité, par la voie de l'arrêt R11 1438, la possibilité, la prérogative nouvelle de convoquer une session extraordinaire. Et comme vous le savez, lorsqu'une session extraordinaire est convoquée, le même arrêt dit
la déchéance du bureau n'enlève en rien à l'Assemblée nationale ses prérogatives constitutionnelles. Mais lorsque... Et pourquoi aujourd'hui des intellectuels veulent inoculer, véhiculer l'idée selon laquelle l'Assemblée nationale aurait perdu, n'est-ce pas, ses prérogatives, en l'occurrence le contrôle parlementaire. Mais lorsque le Premier ministre a été investi par un bureau constitué légalement... Le Premier ministre, il faut corriger les choses. Oui. Et la question se pose très mal. Le Premier ministre n'a pas été investi par un bureau. C'est l'Assemblée plénière. Oui. C'est l'Assemblée nationale effectivement, qui a les prérogatives. Oui, il ne faudrait pas limiter ces prérogatives. Oui, cette Assemblée nationale qui convoque l'Assemblée nationale, c'est les bureaux. Ben il y a eu un bureau qui a été constitué légalement. Exactement. Et ces bureaux-là, pour le Premier ministre, il se dit, si je dois certainement répondre, je dois répondre aussi à un bureau qui a été légalement constitué. Le Premier ministre répond à l'Assemblée nationale et cela doit être bien dit. Aujourd'hui, la seule structure, institution, le seul bureau qui puisse présenter la parole de l'Assemblée nationale, c'est le bureau d'âge. Et lorsque le bureau d'âge transmet au Premier ministre la pétition, il n'a fait que transférer une pétition, une motion, eh bien, je veux dire, n'est-ce pas, qui relève de l'exercice normal des prérogatives de l'Assemblée nationale. Maître, c'est pas le bureau d'âge. Vous êtes avocat. Oui. Vous êtes avocat, vous connaissez. Et le bureau d'âge, il s'est transformé en bureau provisoire. Le bureau d'âge ne s'est pas transformé, cher ami. En bureau provisoire, oui. À partir du moment où... Lorsque vous lisez... C'est l'arrêt R11 1453 qui assimile, pour le règlement notamment de la question de contrôle ou d'identification de la majorité, l'arrêt dit clairement le bureau d'âge se retrouve dans les circonstances décrites par les articles 114 et 116 de la Constitution. Assimilé en tant que tel, il a les prérogatives, n'est-ce pas, d'organiser l'identification comme cela se fait au début de la législature. C'est là. Mais lorsqu'il faudrait aborder aujourd'hui la question des prérogatives du bureau d'âge, il ne faudrait pas se limiter à lire de manière mathématique le règlement intérieur. Il faudrait placer devant soi la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout les arrêts R11 1438 qu'accompagne et complète l'arrêt R11 1453. Vous ne voyez pas que, et il faudrait les lire. Voilà, vous ne voyez pas que tous ces arrêts posent aussi des sérieux problèmes. Aujourd'hui, maître, regardez, le bureau d'âge qui aujourd'hui a cette compétence de pouvoir certainement organiser ou exercer le contrôle parlementaire, on pourra aussi faire une pétition à ces bureaux d'âge. Mais pourquoi la Cour constitutionnelle, ou dans ses arrêts a refusé à ce qu'on puisse initier des pétitions contre ces bureaux d'âge? Bien évidemment, parce que le bureau d'âge doit exercer la mission qui lui est dévolue et la terminer. Mais lorsque vous donnez à ces bureaux d'âge cette mission... Pour revenir sur la question de la motion contre, la pétition contre le bureau d'âge, ça devient un point qui apparaît au-delà des points inscrits à la session extraordinaire dès le départ. Et ça l'a été le 5 janvier. Il n'y avait pas de point inscrit à l'ordre du jour, pétition du bureau contre le bureau d'âge. Et c'est ceux-là qui voudraient exercer ces pétitions contre le bureau d'âge qui violent les instruments juridiques applicables aujourd'hui dans le contexte actuel de cette session extraordinaire qui intervient dans les circonstances exceptionnelles. Ça veut dire en pleine législature, ça veut dire après la déchéance d'un bureau définitif mis en place il y a quelques années seulement. Et vous ne voyez pas que ces arrêts de la Cour constitutionnelle sont conflictogènes? Non, il faudrait faire attention. Il ne faudrait pas que l'on fasse une subversion contre les institutions établies. Non, il n'y a pas de subversion. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont motivés. Et j'en ai lu les arrêts de la Cour constitutionnelle. Je veux bien vous dire que les deux là, ils n'ont pas du tout blagué en termes de motivation. Il faudrait les lire. Il y a beaucoup de gens qui en entendent parler. Et quelques-uns ont lu. Mais peut-être ils les ont compris
S'ils ont compris, ça pourrait être de travers. Il faudrait avoir les matériaux Parce que nécessaires c'est toujours... pour aborder la lecture des arrêts d'une haute juridiction spécialisée comme la Cour il y a constitutionnelle. aussi des juristes aussi qui jusque-là sont en train un peu, quand bien même les arrêts sont inattaquables, pour eux, ils se disent c'est vraiment beaucoup plus politisé, les arrêts de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire simplement que ces juristes... Au lieu que ça réponde à certaines exigences Ça veut dire juridiques, simplement que ces ça répond juristes- à des exigences beaucoup plus politiques. Ça veut dire que ces juristes sont d'abord très limités dans leur analyse parce qu'ils ignorent d'abord le caractère même d'une juridiction comme la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour constitutionnelle vous évoque le fait qu'elle a les pouvoirs régulateurs de la vie politique, ça veut dire que c'est le côté politique de cette juridiction. C'est une juridiction qui rend des décisions, mais elle a une consonance politique comme partout ailleurs dans le monde. Et ces juristes-là, qui se mettent dans la désorientation ostentatoire de l'opinion publique, ce sont des juristes limités. Excusez-moi de le dire, ils doivent avoir les matériaux nécessaires pour parvenir à la lecture de la situation actuelle qui intervient de manière inattendue, qui n'était pas prévue par le règlement intérieur et dont la sollicitation de la Cour constitutionnelle était nécessaire pour arriver à donner la voie à comment parvenir Et le règlement d'ordre organiser. intérieur, Oui. le règlement d'ordre intérieur Oui. parle, c'est-à-dire s'il faut qu'il y ait l'identification de la majorité, ça se fait au début de la législature, pas en cours. Tout à l'heure, Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, vous aviez évoqué... Excusez-moi, je vais Oui. vous dire quelque chose. Vous savez que c'est d'abord la Constitution qui établit les droits, la reconnaissance du multipartisme dans ce pays. Effectivement. Et interdit que personne ne prenne en otage la souveraineté du peuple. Dans ce multipartisme, il y a les droits de l'opposition, il y a les droits de la majorité. Là encore, je vais évoquer la loi portant statut de l'opposition. Et cette loi dit clairement, dans ses articles 3, 4 et 11, c'est dans une suite logique, que lorsque un parti de l'opposition accepte de gouverner, il cesse automatiquement d'être parti de l'opposition. Ça veut dire que le mouvement au sein de l'Assemblée nationale ne sont pas interdits pendant la législature dans notre législation. Dans l'ordonnancement juridique congolais. Mais pas dans le cela est règlement permis. d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur, Dans le règlement d'ordre intérieur, lisez l'article 26, il dit l'identification des forces des familles politiques au sein de l'Assemblée s'effectue conformément à la loi. Mais au début, à la loi on ne parle pas portant- du début de la mandature. à la loi portant statut de l'opposition. Et cette loi n'a pas cette incise au début de la législature. Il n'y a pas de début. Voilà. Donc, cette loi est placée dans l'ordonnancement juridique, dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Cette loi est au-dessus du règlement. Alors, en face d'une contrariété qui n'en est pas une en réalité, entre une norme supérieure et une norme qui vient la compléter, qu'est-ce qu'on choisit d'appliquer? C'est une loi organique, je vais bien vous dire. Et donc, ceux qui ont ajouté l'incise au début de la législature, ils savent pourquoi ils l'ont fait. On n'est pas là. La question aujourd'hui est réglée et de manière très claire qu'il y a eu des mouvements au sein de l'Assemblée nationale, il y a des partis de l'opposition qui ont rejoint la majorité, il y en a de députés qui ont quitté leur groupe parlementaire et cela est également prévu par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour identifier les forces politiques, il faudrait déterminer la cartographie actuelle de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Les familles politiques à l'Assemblée, et c'est cela la démocratie, sont représentées au bureau, dans les commissions et au comité des sages. Pour le déterminer le nombre et le poids des postes à attribuer à la majorité et à l'opposition, il faudrait avoir la configuration réelle de l'Assemblée nationale. Et vous savez que cette configuration a bougé. Voilà. Et elle a bougé Vous parlez de la avec configuration. la preuve qu'il y a eu même un bureau qui jouissait de la majorité. Et cette majorité s'étant effritée, ce bureau est tombé. Voilà. Il a été déchu. Vous parlez de la configuration qui a certainement changé. Oui. Et aujourd'hui, on est en train de voir l'informateur qui est en train d'identifier la majorité. Il y a aussi le président du bureau d'âge, d'ailleurs, qui a demandé aux députés nationaux de pouvoir aussi remplir
qui doit certainement identifier? Est-ce l'informateur ou le président du bureau d'âge? Il ne faudrait pas faire la confusion. Oui. Ici, c'est le bureau d'âge qui organise et qui a reçu mandat, non seulement mandat du point de vue du règlement intérieur, mais surtout des arrêts dont on parle, pour identifier, pour organiser l'élection. Si le bureau d'âge n'a pas la configuration de l'Assemblée nationale, il ne saura pas organiser les élections. C'est un préalable. Oui, oui, mais... C'est un préalable pour arriver à savoir combien de postes reviendront à la majorité, combien de postes reviendront à l'opposition et des postes de quel poids. Est-ce que l'opposition prendra la vice-présidence, la deuxième vice-présidence, et tout cela se calcule sur la base numérique. Et le travail que fait l'informateur à celui de l'Assemblée nationale. Oui, le travail que fait vous ne voyez pas que c'est une saturation? Parce que l'informateur est en train d'identifier une majorité gouvernementale. Voilà. Oui. Autour du chef de l'État. Oui, mais cette majorité présidentielle. Cette majorité, ça se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Non, attention. Au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque vous situez, même lorsque le pauvre Mwando Simba avait été... C'est au niveau de l'Assemblée nationale. Il identifiait cette majorité. Au niveau de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, c'est une majorité gouvernementale qu'il ne faudrait pas confondre avec la déclaration qu'ont fait les députés, les groupes, les regroupements politiques. Elle se fait à l'Assemblée nationale. C'est que l'informateur est en train de faire. C'est une majorité gouvernementale ou une majorité pour une coalition, selon la Constitution. C'est une majorité pour une coalition. Effectivement. Et cette coalition, c'est une question à part. C'est celle qui va aboutir à ce qu'on puisse avoir une équipe gouvernementale. C'est une prérogative de l'Assemblée nationale. Elle ne peut pas être utilisée par une personne extérieure à l'Assemblée. Je ne sais pas si vous comprenez que l'identification de la majorité pour organiser l'élection du bureau définitif, c'est un exercice au sein de l'Assemblée. Ça ne peut pas être exercé en dehors de l'Assemblée. Cette identification qui est faite l'Assemblée nationale, en l'occurrence les bureaux d'âge, et ce que fait Bati, et ce que fait l'informateur, vous ne voyez pas que ça va de pair? Ça se rencontre à un niveau et ça peut se séparer à un autre. Parce que, attention, dans notre pays, il existe aussi l'opposition extra-parlementaire. Il existe aussi la société civile qui peuvent faire partie de la majorité gouvernementale. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. On peut repêcher la société civile, on peut repêcher l'opposition extra-parlementaire par l'informateur en vue du gouvernement. Par contre, l'identification qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une identification des familles politiques en présence pour la constitution du bureau définitif. Donc l'organisation de l'élection du bureau définitif. Et plus tard, déterminer les représentations proportionnelles au niveau de des commissions et au niveau du bureau. Si je ne m'abuse pas. Et ça ne peut pas se faire en dehors de l'Assemblée. Si je ne m'abuse pas, peut-être au niveau des dispositions constitutionnelles, ça doit être l'article 74, si je ne me trompe pas, l'article 74 parle d'une identification de la majorité, de la coalition au niveau du Parlement. Oui, mais c'est en vue du gouvernement. Voilà, en vue du gouvernement. Voilà. Et ici, est-ce que le travail que fait Bati, on peut juste peut-être le laisser, que lui termine, pour que le bureau d'âge puisse s'en inspirer? Mais qui est-ce qui va ordonner que lui termine d'abord? Parce qu'ici, la session extraordinaire, elle est limitée dans le temps. Donc, on ne va pas dire le bureau d'âge peut attendre jusqu'à la session de mars ou en 2025 pour organiser l'élection du bureau définitif en vue d'avancer. Non, il faudrait que nous soyons logiques. C'est ça la dispersion et la désorientation de l'opinion qui est entretenue parfois par des personnes respectables aujourd'hui. Et moi, ça m'étonne. Le bureau d'âge est appelé et même contraint à identifier les familles politiques en vue d'organiser l'élection. Et ça, c'est une prérogative qui lui est reconnue. L'informateur aussi est justifié à identifier la majorité en vue du gouvernement. Et lui pourra identifier cette majorité, la coalition gouvernementale, mais il peut aussi, comme le chef de l'État a voulu que ce soit l'union sacrée de la nation, pas pour la nation. Et donc,
cette union sacrée de la nation, elle peut mobiliser, y compris les forces politiques en dehors de l'Assemblée. Donc, mobiliser même la société ça serait civile. même, Et donc, vous comprenez est-ce que la vraie mobilisation. cette jurisprudence parlementaire, Oui. serez-vous fier aujourd'hui qu'elle soit appliquée très prochainement? Parce que tel qu'on est en train de... Alors, il faudrait faire attention. C'est une solution conjoncturelle. Quand vous lisez les arrêts de la Cour, et les gens ne les lisent pas, ils ne contreviennent en rien la Constitution de la République, ils ne remettent pas en cause les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, encore moins les lois pertinentes existantes. Ils règlent une question qui intervient et de manière inattendue au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une jurisprudence qui va s'appliquer à cette question-là. Et très prochainement... Si jamais... Oui, parce que comme l'histoire pourrait se répéter. Oui. Et on pourrait se revenir pose dans les mêmes circonstances. J'imagine que notre démocratie se sera consolidée et qu'on recourt au même genre de solutions. Et moi, étant entendu que j'ai été à l'origine des questions posées, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle, je serais bien sûr fier de voir être repêché ce genre de solutions pour régler. Mais en même temps, ces jurisprudences vont aider à affiner davantage les règlements intérieurs pour les prochaines législatures. Voilà. Donc, on ne laissera pas le vide juridique comme cela a été le cas. Et donc, je veux bien vous redire que je suis fier d'avoir contribué, n'est-ce pas, par mon action à aborder Et l'union sacrée telle qu'elle est là, c'est une mouvance, un courant politique, une coalition. Le chef de l'État a parlé d'une vision. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul Congolais qui propose une vision qui est basée sur des valeurs. La lutte contre l'impunité, contre la corruption, le respect des droits de l'homme. La vision pour parvenir à l'envol développemental de ce pays. Il faut que ça s'arrête. Il faut que plus jamais les choses ne passent comme avant. Si cela, c'est la détermination du chef de l'État, et donc c'est un leadership éclairé. Même une personne qui était dans le noir, avec une telle vision, il va approcher la clarté, il va approcher la lumière, il va être transfiguré pour bien faire les choses pour les générations futures dans notre pays. Merci. Merci beaucoup, Maître Sylvain Loumou, de votre passage, surtout de cet échange fructueux. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.